Alors que je faisais la vaisselle lors d'une fête privée chez un milliardaire, j'ai accidentellement brisé un vase. Au lieu de crier, il a regardé mes mains et a murmuré, « Ces cicatrices. Comment les as-tu eues ?» J'ai dit, « Ma mère m'a toujours dit que je les avais eues quand j'étais bébé. » Son visage a pâli. Il m'a saisi le bras et a dit, « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Un milliardaire m'a saisi le poignet, a regardé les cicatrices que j'avais eues toute ma vie, et a prononcé 5 mots qui ont détruit tout ce que je croyais savoir de moi-même, « Je vous ai vu les avoir. » Je me tenais là, dans son manoir, entouré de gens valant plus que ce que je gagnerais en 10 vies, avec de la porcelaine brisée à mes pieds et mon uniforme de traiteur taché de champagne. Je devais être invisible ce soir-là. Je devais faire la vaisselle, porter des plateaux, encaisser ma paie et rentrer chez moi, dans mon appartement d'une chambre à Columbus. Au lieu de cela, je fixais les yeux d'un homme qui semblait avoir vu un fantôme. Et peut-être en avait-il vu un, car, selon tout ce qu'il m'a raconté cette nuit-là, j'étais mort depuis 27 ans. Mon nom est Declan Morse. Du moins, c'est le nom avec lequel j'ai grandi. C'est le nom sur mon permis de conduire, ma carte de sécurité sociale, mon badge d'employé chez Granger Furniture Distribution, où j'ai travaillé pendant les 6 dernières années. C'est le nom que Pauline Decker m'a donné quand elle m'a accueilli chez elle, un enfant de 7 ans effrayé, sans aucun souvenir de mes origines et avec des cicatrices sur les mains que personne ne pouvait expliquer. Mais cette nuit-là, au domaine HB, j'ai appris que Declan Morse n'était peut-être pas du tout mon vrai nom. J'ai appris que les cicatrices que je portais depuis avant de pouvoir me souvenir n'étaient pas aléatoires. Elles n'étaient pas un accident. Elles étaient la preuve d'une nuit qui a déchiré une famille et m'a envoyé dans une vie que je n'étais jamais censé vivre. Terren Ashby n'est pas le genre d'homme que l'on voit sur les couvertures de magazines ou aux informations télévisées. Il ne cherche pas l'attention. Il a bâti Ashby Industrial Holdings pour en faire l'une des plus grandes entreprises manufacturières du Midwest. Puis, il a disparu derrière les murs de son domaine et a laissé son argent parler pour lui. Il organise un rassemblement privé par an pour ses associés et ses vieux amis. Pas de presse, pas de caméra, juste des gens riches buvant du vin cher et faisant semblant que le reste du monde n'existe pas. J'étais là pour laver leurs verres. C'est tout. $50 de leur plus les pourboires, que j'économisais pour des cours de certification en CVC, car je voulais un métier, quelque chose de stable, quelque chose qui pourrait me donner un avenir au-delà du chargement de camions de meubles jusqu'à ce que mon dos me lâche. Je ne m'attendais jamais à quitter cette fête avec un père. Voici ce que vous devez comprendre sur moi avant que je ne vous raconte le reste de cette histoire. J'ai grandi avec rien. Pas rien comme, nous ne pouvions pas nous permettre de vacances. Non. Rien comme, je ne connais pas mon propre anniversaire. Rien. J'ai été retrouvé à une caserne de pompiers dans la campagne de Pennsylvanie quand j'avais environ 2 ans. Pas de mots, pas de nom, pas de mère attendant sur le parking pour voir si quelqu'un me prendrait. Juste un tout petit silencieux, avec des bandages autour des 2 mains et des brûlures si graves que les médecins avaient dit que je porterais les cicatrices pour toujours. Ils avaient raison. J'ai regardé ces mains chaque jour de ma vie, un tissu cicatriciel épais et ondulé couvrant mes paumes et le dos de mes doigts. La peau étendue par endroits, décolorée par d'autres. Quand j'étais enfant, les autres enfants me fixaient. Certains demandaient si j'étais contagieux. Les professeurs grimaçaient quand ils me voyaient lever la main en classe. J'ai appris tôt à les garder dans mes poches, à éviter les poignées de main quand c'était possible, à détourner les questions avec un haussement d'épaule et un simple « j'ai eu un accident quand j'étais petit ». Mais c'était un mensonge. Je ne savais pas si c'était un accident. Je ne savais rien. Les travailleurs sociaux supposaient, les médecins théorisaient. Personne ne savait réellement comment un tout petit s'était retrouvé avec des brûlures comme les miennes, seul à une caserne de pompiers, sans personne pour le réclamer. J'en rêvais souvent. Pas du feu lui-même, car je ne m'en souviens pas. Je rêvais de la voix d'une femme qui m'appelait. Sauf que dans le rêve, elle ne m'appelait pas Declan. Elle m'appelait autrement. Quelque chose que je ne pouvais jamais vraiment entendre. Et je me réveillais en tendant la main vers elle, avec ses mains cicatrisées, saisissant le vide. Pendant 27 ans, ce fut tout ce que j'eus. Des rêves qui s'estompaient au matin, et des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Puis, j'ai brisé un vase de $12 000 lors d'une fête de milliardaires, et l'homme qui en était le propriétaire ne m'a pas crié dessus. Il n'a pas menacé de me poursuivre en justice. Il n'a pas exigé mon licenciement. Il a regardé mes mains comme s'il les reconnaissait,
comme s'il avait attendu de les revoir. Et à cet instant, debout au milieu des débris de sa porcelaine antique, avec une centaine d'invités qui me regardaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon enfance, en attendant que quelqu'un vienne me chercher à la caserne de pompiers. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait enfin me chercher. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie d'une manière que je ne comprends toujours pas entièrement. Cela m'a apporté des réponses que j'avais cessé d'espérer. Cela m'a donné un père que je ne savais pas exister, et cela m'a forcé à affronter une vérité sur ma mère qui était plus douloureuse que n'importe quelle cicatrice qu'elle avait laissée sur mes mains. C'est l'histoire de comment je suis passé de n'être le fils de personne à découvrir que j'étais l'héritier disparu d'une fortune. Mais plus que cela, c'est l'histoire de comment j'ai appris que les cicatrices que nous portons ne sont pas seulement des dommages. Elles sont la preuve que nous avons survécu. Et parfois, si nous avons de la chance, elles sont la carte qui nous mène à la maison. Le matin avant que tout ne change, je me suis réveillé à 5h30, comme toujours. Mon appartement était froid parce que je maintenais le thermostat à 16 degrés Celsius pour économiser de l'argent. J'ai fait du café instantané, mangé un bol de céréales debout au-dessus de l'évier, et conduit ma Honda Civic de 12 ans à Granger Furniture Distribution, où je travaillais depuis mes 23 ans. C'était ma vie. Pas glamour, pas excitante, mais la mienne. Je supervisais une équipe de 8 hommes sur le quai de chargement. Nous déplacions des canapés, des cadres de lit, des tables à manger, tout ce qui arrivait dans les camions à destination des magasins de détail de l'Ohio et de l'Indiana. Le travail était physique et répétitif, mais cela ne me dérangeait pas. Il y a quelque chose d'honnête à charger un camion. Vous commencez avec une remorque vide. Vous la remplissez de produits. Vous l'envoyez. À la fin de la journée, vous pouvez voir exactement ce que vous avez accompli. Pas d'ambiguïté, pas de politique, juste du travail. Mes collègues me connaissaient comme étant le silencieux. J'arrivais à l'heure, faisais mon travail, aidais quand quelqu'un avait besoin d'un coup de main et gardais ma vie personnelle pour moi. La plupart d'entre eux avaient des familles à retrouver le soir. Des femmes, des enfants, des hypothèques, des matchs de football le week-end. Moi, j'avais mon appartement, mon compte épargne et mon projet d'obtenir une certification en réparation de CVC pour pouvoir éventuellement passer à quelque chose avec de meilleures heures et avantages. C'est ça, le fait d'avoir grandi en famille d'accueil. On apprend très tôt que personne ne va vous donner quoi que ce soit. Chaque bonne chose dans votre vie, vous la construisez vous-même. Chaque filet de sécurité, vous le tissez de vos propres mains. Je n'avais pas d'héritage à recevoir. Pas d'entreprise familiale sur laquelle me reposer. Pas de parents qui pourraient co-signer un prêt ou me laisser m'écraser dans leur sous-sol pendant que je trouvais mes marques. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné. Je ne dis pas cela par sympathie. Je le dis parce que vous devez comprendre qui j'étais avant d'entrer dans ce manoir. J'étais un homme qui avait fait la paix avec ses limites. Je savais d'où je venais, c'est-à-dire de nulle part. Je savais qui était ma famille, c'est-à-dire presque personne. Et j'avais cessé de poser les questions qui me tenaient éveillé la nuit. Presque cessé, en tout cas. La seule personne qui se rapprochait d'être ma famille était Pauline Decker. Elle m'a accueilli de l'âge de 7 ans jusqu'à ma majorité à 18 ans. Et elle n'a jamais cessé de faire partie de ma vie, même après que l'État a cessé de la payer pour me garder. Pauline était une employée de cafétéria à la retraite, vivant de sa sécurité sociale dans une petite maison près de Zanesville. Elle avait hébergé plus de 30 enfants au fil des ans, mais elle a toujours dit que j'étais celui qui l'avait marqué. Je lui rendais visite tous les 2 dimanches. Nous nous asseyions sur sa balancelle de Porsche s'il faisait beau, ou dans son salon exigu s'il ne faisait pas beau, et elle me posait des questions sur mon travail, ma vie amoureuse et si je mangeais assez de légumes. Elle s'inquiétait pour moi comme une mère s'inquiète, même si elle n'avait jamais été officiellement la mienne. Un dimanche, environ un mois avant la fête, je lui ai demandé quelque chose que je n'avais pas demandé depuis des années. Te demandes-tu parfois ce qu'il en est d'eux? Mes vrais parents? Pauline posa sa tasse de café et me regarda avec ses yeux bruns perçants qui voyaient toujours plus que ce que je voulais montrer. Autrefois, dit-elle, quand tu es arrivé chez moi, j'imaginais toutes sortes d'histoires. Peut-être était-il jeune et effrayé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de terrible et qu'il ne pouvait pas prendre soin de toi. Peut-être qu'il te cherchait quelque part et qu'il ne pouvait juste pas te trouver. Et maintenant, elle tendit la main et tapota ma main cicatrisée. Elle était l'une des rares personnes qui ne tressaillait jamais en les touchant. Maintenant,
Je pense que certaines questions n'ont pas de réponse, de clan, et certaines réponses ne vous apporteront pas la paix. Vous devez construire votre propre paix. J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord. Mais cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai longuement regardé mes mains. Les cicatrices faisaient partie de moi d'une manière que rien d'autre ne faisait. C'était la seule chose que j'avais d'avant. La seule preuve physique que ma vie existait avant cette caserne de pompiers en Pennsylvanie. Quelque part, quelqu'un savait comment je les avais eus. Quelque part, quelqu'un se souvenait de l'incendie qui m'avait marqué. Et même si je me disais que j'avais cessé de chercher, je savais que ce n'était pas entièrement vrai. J'étais juste devenu meilleur pour cacher la recherche, même à moi-même. Le job de traiteur est arrivé la semaine suivante. Une agence d'intérim avec laquelle je m'étais inscrit 6 mois plus tôt m'a appelé avec une offre, événement privé dans un domaine au bord d'un lac. Une nuit de travail, $50 de l'heure plus une part des pourboires. J'ai fait le calcul et j'ai dit oui immédiatement. Je n'ai pas demandé à qui appartenait le domaine. Je n'ai pas demandé quel genre de fête c'était. J'ai juste vu les signes du dollar et j'ai pensé à combien de guides d'études CVC supplémentaires je pourrais acheter. Avec le recul, je me demande si quelque chose d'autre m'attirait vers ce manoir, une force dont je n'ai pas de nom, me menant vers les réponses dont je m'étais convaincu de ne pas avoir besoin. Ou peut-être est-ce juste l'histoire que je me raconte maintenant. Car l'alternative est d'accepter que la nuit la plus importante de ma vie est arrivée par pur hasard. Quoi qu'il en soit, le deuxième samedi d'octobre, j'ai repassé ma chemise de traiteur blanche, ciré mes chaussures noires et roulé 2 heures vers le nord jusqu'au domaine Ashby. Je n'avais aucune idée que l'homme qui en était propriétaire me cherchait depuis la nuit de ma disparition. Le domaine Ashby ressemblait à quelque chose tiré d'un film que je ne pouvais pas me permettre de voir au cinéma. J'ai garé ma Honda sur une route privée bordée de chênes si vieux qu'ils formaient une canopée au-dessus, bloquant le ciel du soir. Quand les arbres se sont finalement ouverts, j'ai vu le manoir s'élever du paysage comme s'il y avait poussé organiquement, mur en pierre, grandes fenêtres éclairées d'une lumière chaude. Une allée circulaire où des voituriers en uniformes impeccables récupéraient les clés des invités conduisant des voitures qui coûtaient plus que mon salaire annuel. Je me suis garé dans la zone du personnel derrière l'entrée de service et je suis resté un instant dans ma voiture, juste à regarder. Ce n'était pas mon monde. Ce n'était pas mes gens. J'étais là pour faire la vaisselle et disparaître, et c'était bien ainsi. Je m'étais habitué à être invisible il y a longtemps. La responsable de la restauration était une femme nommée Donna qui parlait par instruction rapide et me regardait à peine. Elle m'a tendu un tablier, m'a montré la cuisine auxiliaire et m'a dit la seule règle qui importait, ne parlez pas aux invités à moins qu'on ne vous parle, et même là, soyez bref. Monsieur Ashby valorise la discrétion, a-t-elle dit. Pas de photographie, pas de conversation personnelle. Vous faites partie du décor ce soir. Compris? J'ai parfaitement compris. Faire partie du décor était ma spécialité. Pendant les 2 premières heures, tout s'est bien passé. Je me suis posté à un grand évier dans la cuisine annexe, frottant des flûtes à champagne et des assiettes d'apéritif pendant que des serveurs en uniforme allaient et venaient avec des plateaux chargés. Le bruit de la fête était étouffé mais constant, rire, tintement de verre, le faible murmure de conversation sur des choses que je ne comprendrai jamais. Portefeuille d'action, vacances européennes, la fille de quelqu'un admise à Yale. Vers 21h, Donna est apparue et m'a demandé de l'aider avec le service des plateaux. Il manquait de personnel et les plats principaux allaient être servis. J'ai séché mes mains, pris un plateau de flûte vide à récupérer dans le hall principal et je suis entré dans la fête. La pièce était immense, des plafonds voûtés, des peintures à l'huile et des cadres dorés, des meubles qui semblaient plus anciens que le pays. Les invités se regroupaient en petits groupes, vêtus de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Je gardais les yeux baissés et me déplaçais le long du périmètre, ramassant les verres abandonnés et essayant de prendre le moins de place possible. C'est là que j'ai vu le vase. Il était posé sur un piédestal de marbre près de l'entrée du couloir, en céramique bleu pâle avec des détails dorés autour du bord. Même de loin, je pouvais dire qu'il était ancien et cher, le genre de choses que les musées mettent derrière des cordons de velours. Je l'ai contourné largement et j'ai continué vers un groupe de verres vides sur une table d'appoint. J'étais presque passé devant le piédestal quand un invité a reculé sans regarder. Son coude a heurté mon bras. Le plateau a basculé. J'ai essayé de corriger, en pivotant mon poids, mais ma hanche a heurté le piédestal. Le temps a ralenti comme il le fait dans les moments de désastre absolu. Le vase a vacillé.
J'ai tendu la main libre pour le saisir, mais le plateau tombait déjà, les verres glissant vers le sol. Mes doigts ont effleuré la surface en céramique juste au moment où il a basculé au-delà du point de non-retour. Le fracas fut spectaculaire. Des flûtes de cristal se sont brisées contre le marbre. Le vase a heurté le sol et a explosé en 100 morceaux dentelés. Le son a traversé la fête comme un coup de tonnerre, et chaque personne dans cette pièce s'est tournée pour me regarder. Je suis resté figé dans les débris, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. 12 000 $. C'est ce que Donna avait dit lors du briefing. 12 000 $ si quelqu'un endommage l'œuvre d'art. Je n'avais pas 12 000 $. J'avais à peine 2 000 $ sur mon compte épargne, et c'était destiné au cours de certification. Donna est arrivée en courant, le visage pâle d'horreur. Elle s'excusait déjà dans le vide, auprès des invités, auprès de quiconque voulait bien l'écouter. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Puis j'ai entendu sa voix, « Tout le monde, s'il vous plaît, ce n'est que de la porcelaine. Continuez à profiter de la soirée. » La foule s'est légèrement écartée et je l'ai vue pour la première fois. Terren Ashby, grand et aux cheveux argentés, portant un simple costume anthracite qui paraissait d'une certaine manière plus cher que les tenues de soirée de tous les autres. Son visage était calme, presque amusé, alors qu'il marchait vers moi d'un pas mesuré. « Êtes-vous blessé ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. « Non, monsieur. Je suis tellement désolé. Je paierai les dégâts. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je couvrirai chaque centime. » Il ne regardait pas mon visage. Ses yeux étaient tombés sur mes mains, toujours légèrement tendues, après avoir essayé de rattraper le vase. Mes mains cicatrisées, entièrement visibles sous la lumière du lustre. Le calme a quitté son expression. Quelque chose d'autre l'a remplacé. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, et j'ai vu la couleur quitter son visage comme de l'eau s'écoulant d'un évier. « Ces cicatrices » a-t-il dit doucement. « Où les avez-vous eues » La question m'a pris au dépourvu. De toutes les choses que je m'attendais à l'entendre dire, celle-là ne figurait pas sur la liste. « Je les ai depuis toujours » ai-je dit. J'étais un bébé. Je ne sais pas vraiment comment. Terren Ashby m'a fixé pendant un long moment. Puis il a tendu la main et m'a attrapé le bras, non pas violemment, mais fermement. Sa prise tremblait. « Venez avec moi » a-t-il dit. Tout de suite. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Chaque instinct en moi me criait de me retirer. Un étranger me tenait le bras, au milieu de sa propre fête, me demandant de le suivre vers un lieu inconnu, et la partie rationnelle de mon cerveau énumérait toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas ce qu'il voulait. J'étais un employé de traiteur qui venait de détruire sa propriété. Et maintenant, il me regardait comme si je détenais la réponse à une question qu'il se posait depuis des décennies. Mais quelque chose dans ses yeux m'a empêché de refuser. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas de la colère. C'était un désespoir si brut et si dénué de défense que cela me serrait la poitrine. C'était un homme qui venait de voir quelque chose d'impossible, et il avait autant besoin de le comprendre que moi de comprendre pourquoi mes cicatrices l'intéressaient. « D'accord » ai-je dit. Terren a relâché mon bras, mais m'a fait signe de le suivre. Nous nous sommes éloignés du vase brisé, des invités qui nous fixaient, de l'expression horrifiée de Donna. Le bruit de la fête s'est estompé derrière nous alors que nous avancions dans un long couloir orné de peintures et de vieilles photographies. Nos pas résonnaient sur le sol en marbre. Un homme en costume sombre nous a rejoints. Il était plus âgé, peut-être fin de la cinquantaine, avec un visage qui ne révélait rien. Il n'a pas parlé, n'a pas posé de questions, il a juste marché aux côtés de Terren comme si c'était quelque chose qu'ils avaient répété. « C'est Boyd Cranston » a dit Terren sans regarder en arrière. « Il est avec moi depuis 30 ans. Il sait tout. » Je n'ai pas demandé ce que « tout » signifiait. Je n'étais pas sûr de vouloir le savoir encore. Nous nous sommes arrêtés devant un ensemble de lourdes portes en bois. Terren les a poussées et m'a fait entrer dans un bureau privé. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, étagère remplie de livres qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Un feu crépitait dans une cheminée en pierre malgré la douceur du temps d'octobre, mais rien de tout cela n'a retenu mon attention. Le mur du fond, lui, m'a interpellé. Il était couvert de photographies,
des dizaines, peut-être des centaines, arrangées en rangées et en groupes soignés. Une version plus jeune de Teren apparaissait dans beaucoup d'entre elles, ses cheveux sombres au lieu d'argentés, son visage sans les rides des années. À côté de lui, sur presque chaque image, se trouvait une femme. Des cheveux au burn, un sourire chaleureux, des yeux qui semblaient capter la lumière même sur les photographies fixes. Elle était belle d'une manière intemporelle, comme si elle appartenait à une autre époque, et dans ses bras, photo après photo, se trouvait un bébé. « Ma femme, dit Teren. » Il s'était arrêté à côté de moi, sa voix tendue par l'effort de parler. « Vivien, et mon fils, Callum. » Je fixais les images. Le bébé était petit et générique, comme tous les nourrissons. Des joues rondes, des cheveux fins, de minuscules poings tendus vers l'appareil photo. J'ai essayé de me reconnaître dans ce visage, sans y parvenir. Ce n'était qu'un bébé. « Qu'est-il arrivé à eux ?» ai-je demandé. Il est resté silencieux un long moment. Boyd se tenait près de la porte, les bras croisés, nous observant tous les deux. « Il y a eu un incendie », a finalement dit Teren. « Notre maison en Pennsylvanie. Je voyageais pour affaires. Vivien et Callum étaient seuls. Quand les pompiers sont arrivés, la maison était détruite. Ils ont trouvé les restes de Vivien dans les décombres. Il a marqué une pause, et j'ai vu ses mains se serrer sur ses flancs, mais le corps de Callum n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont dit que l'incendie avait brûlé trop fort. Ils ont supposé que rien n'aurait survécu. J'ai enterré un cercueil vide à côté de ma femme et j'ai essayé d'accepter que mon fils était parti. Incendie en Pennsylvanie. Un enfant d'environ 2 ans. Les mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Mais vous ne l'avez pas accepté, ai-je dit. Non. Puis il s'est tourné pour me faire face complètement. J'ai engagé des enquêteurs privés. J'ai passé 15 ans et dépensé plus d'argent que je ne peux le calculer, à chercher le moindre signe que Callum aurait pu survivre. Et 2 ans après le début de cette recherche, un de mes enquêteurs a trouvé quelque chose. Boyd s'est avancé et a remis un dossier à Teren. Teren l'a ouvert et en a sorti un document jauni par le temps. Un enfant correspondant à la description de Callum a été laissé à une caserne de pompiers dans le comté de Clearfield, en Pennsylvanie. À environ 60 miles de l'endroit où notre maison a brûlé. Pas d'identification. Grave brûlure aux 2 mains. L'enfant a été placé en famille d'accueil. Dossier scellé. Un nouveau nom. La piste s'est refroidie et je n'ai pas pu le trouver. Peu importe à quel point j'ai essayé, ma bouche était devenue sèche. Je ne pouvais pas parler. Teren a tendu la main dans sa veste et a retiré une photographie. Elle était vieille et froissée à force d'avoir été manipulée d'innombrables fois. Il me la tendit et je la pris d'une main tremblante. Elle montrait les mains d'un nourrisson enveloppé de bandages blancs. Seuls les bouts des doigts étaient visibles, petits et roses contre la gaze. Ceci a été pris à l'hôpital après l'incendie, dit Teren. Callum a attrapé un morceau de débris en feu, essayant d'atteindre sa mère. Les médecins ont dit que ces cicatrices seraient permanentes, distinctives, différentes de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Il a tendu la main vers mes mains et les a tournées, paume vers le haut. Les cicatrices ont capté la lumière du feu, la même texture ondulée que j'avais regardée chaque jour de ma vie. « Montrez-moi » a-t-il chuchoté. J'ai tenu mes mains à côté de la photographie. Les mains du nourrisson étaient minuscules, les bandages couvraient tout. Mais l'emplacement des blessures, la façon dont les cicatrices enveloppaient les pouces, le motif des brûlures les plus profondes près de la base des paumes, correspondaient exactement. « Je vous ai vu avoir ces cicatrices, dit-il, la voix brisée. Je n'étais pas là, mais je les ai vues dans mes cauchemars chaque nuit pendant 27 ans. J'ai regardé cet homme, ce milliardaire, cet étranger qui pourrait être mon père. Et pour la première fois depuis que j'étais enfant, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. La question qui s'était accumulée en moi a finalement éclaté, si je suis votre fils, pourquoi ai-je été abandonné? Pourquoi personne n'est-il venu me chercher? Ils ont échangé un regard avec Boyd. Quelque chose a passé entre eux, une communication silencieuse bâtie sur des décennies de confiance. Boyd a hoché la tête une fois et s'est dirigé vers une armoire dans le coin du bureau. Il a sorti une clé de sa poche, a déverrouillé l'armoire et en a retiré un dossier en cuir. Il y a 2 ans, nous avons obtenu l'accès à des dossiers qui étaient scellés depuis la nuit de votre découverte, a expliqué Boyd. Des documents d'admission à l'hôpital provenant de la caserne de pompiers du comté de Clearfield.
Un juge nous a finalement accordé l'accès après des années de requêtes légales. Il a remis le dossier à Terren, qui le tenait comme s'il contenait quelque chose de fragile et de dangereux. Qu'y a-t-il là-dedans, ai-je demandé. Terren a ouvert le dossier lentement. À l'intérieur se trouvait un formulaire d'admission médicale daté d'octobre 1997. Je pouvais voir les tampons officiels, les notes manuscrites décrivant un enfant de sexe masculin d'environ 2 ans avec de graves brûlures aux 2 mains. Pas d'identification, pas de parents présents. Trouvé à l'entrée de la caserne de pompiers vers 3 heures du matin, mais attaché au formulaire médical se trouvait autre chose. Une seule feuille de papier, manuscrite, l'encre délavée, mais toujours lisible. Terren me l'a tendit. Lisez-la. J'ai pris le papier. L'écriture était tremblante, inégale, comme si elle avait été écrite par quelqu'un d'épuisé ou de blessé, ou les deux. Les mots me firent frissonner. Son nom est Callum. Son père est Ashby. Terren ne sait pas ce que j'ai fait. Protégez mon fils, s'il vous plaît. Ne le dites à personne. Si Terren découvre la vérité, il se détruira. J'ai allumé l'incendie. Je ne pouvais pas échapper à ce que je suis devenu. Mais Callum, lui, le peut. Laissez-le être quelqu'un de nouveau. Laissez-le être libre. Je l'ai lu 3 fois. Les mots refusaient de s'organiser en quoi que ce soit qui ait du sens. Ai-je dit. Vivien, votre femme. Oui, elle a allumé le feu. Terren a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient humides de larmes. Il n'essayait pas de se cacher. Vivien a eu des difficultés après la naissance de Callum. Dépression postpartum. Les médecins appelaient ça comme ça. Mais c'est devenu quelque chose de plus sombre, quelque chose que je n'ai pas reconnu avant qu'il ne soit trop tard. Elle a refusé tout traitement. Elle m'a repoussé. Je voyageais constamment, développant l'entreprise, me disant qu'elle avait juste besoin de temps. Je n'ai pas vu ce qui se passait sous mes yeux. Sa voix s'est brisée et il a marqué une pause pour se ressaisir. L'enquêteur d'incendie a conclu à un accident électrique. Un câblage défectueux dans une vieille maison. Je n'ai jamais remis en question cette conclusion. Je me suis blâmé de ne pas avoir été là cette nuit-là. Je n'ai jamais imaginé que Vivien aurait pu le faire délibérément. Boyd a parlé doucement depuis sa position près du cabinet. Sur la base de la chronologie que nous avons reconstituée, Madame Ashby a déclenché l'incendie, puis a connu un moment de lucidité. Elle a fait sortir Callum de la maison et l'a conduit à la caserne de pompiers. Elle l'y a laissé avec la note et est partie. Son corps a été retrouvé à 1 kilomètre de la station. Le rapport officiel a supposé qu'elle avait été d'une manière ou d'une autre éjectée de la maison lors de l'effondrement de l'incendie. Personne n'a enquêté davantage. J'ai eu le mal au cœur. La pièce semblait basculer autour de moi, et j'ai agrippé le bord du bureau de Terren pour me maintenir debout. Ma mère a essayé de nous tuer tous les deux. Puis elle m'a sauvé. Puis elle est morte seule sur une route sombre pendant que j'attendais à une caserne de pompiers que quelqu'un me trouve. Pourquoi n'avez-vous pas lancé de recherche publique, ai-je demandé. Pourquoi n'avez-vous pas diffusé mon nom et ma photo aux médias? La voix de Terren était à peine audible. Parce que je croyais mon fils mort. Les enquêteurs m'ont dit qu'il n'y avait pas de corps parce que le feu avait brûlé trop fort pour laisser des restes. Je l'ai accepté. J'ai enterré un cercueil vide à côté de ma femme et je vous ai tous deux pleuré. Je vous ai pleuré pendant 27 ans, Callum. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Il a fait un pas en avant et a pris mes mains cicatrisées dans les siennes. Sa prise était ferme mais douce, les mains d'un homme qui avait passé des décennies à construire des choses avec une précision méticuleuse. J'ai besoin de savoir avec certitude, a-t-il dit. Je crois que vous êtes mon fils. Tout me dit que vous l'êtes, mais j'ai besoin d'une preuve que ni l'un ni l'autre ne pouvons douter. Voulez-vous faire un test ADN? J'ai regardé cet homme qui pourrait être mon père. J'ai vu des décennies de chagrin gravées dans les lignes de son visage. J'ai vu l'espoir lutter contre la peur de la déception. J'ai vu un homme qui n'avait jamais cessé de chercher un fils que le monde lui avait dit mort, et je me suis vu dans 30 ans si je partais sans connaître la vérité. Oui, ai-je dit, je ferai le test. 3 jours plus tard, j'étais assis dans mon appartement, fixant mon téléphone. Le laboratoire avait promis les résultats dans les 72 heures. Quand l'email est arrivé, je n'ai pas pu me résoudre à l'ouvrir pendant près d'1 heure.
Finalement, j'ai cliqué. Le résultat était un match de paternité à 99,98%. Declan Morse, l'enfant de l'aide sociale abandonné, sans passé ni famille, était Callum Terren Ashby. J'étais le fils disparu d'un milliardaire. J'étais l'enfant que tout le monde croyait mort dans un incendie il y a 27 ans. Je n'étais personne. Je n'avais jamais été personne. Je me suis assis dans mon appartement froid et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Les semaines suivant la confirmation ADN n'ont pas transformé ma vie comme on pourrait s'y attendre. Je me réveillais toujours dans mon appartement d'une chambre. Je conduisais toujours ma Honda de 12 ans au travail. Je supervisais toujours le quai de chargement chez Granger Furniture Distribution, déplaçant des canapés et des cadres de lit pendant que mes collègues parlaient de football et de projets de week-end. Mais quelque chose en moi avait changé. Le vide qui avait habité ma poitrine aussi longtemps que je pouvais me souvenir ne me faisait plus mal. Il se remplissait lentement de quelque chose que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant, l'appartenance. Terren et moi avons décidé d'y aller doucement. Ni l'un ni l'autre ne savions comment être père et fils après 27 ans de séparation. Nous ne pouvions pas simplement reprendre là où nous nous étions arrêtés, car il n'y avait pas de « là où nous nous étions arrêtés ». J'étais un tout petit quand j'ai disparu de sa vie. Il était un étranger quand il est entré dans la mienne. Notre première vraie conversation a eu lieu dans un restaurant, à mi-chemin entre Columbus et le domaine Ashby. Un terrain neutre. Terren a commandé un café noir et ne l'a pas touché. J'ai commandé des pancakes parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. Je n'attends pas de vous que vous m'appeliez papa, a dit Terren. Je n'attends rien de vous, Callum. Declan, quel que soit le nom qui vous convient. Declan, ai-je dit, c'est qui j'ai été la majeure partie de ma vie. Je ne suis pas prêt à laisser tomber ça. Il a hoché la tête lentement. Declan, alors. Je veux juste avoir la chance de vous connaître, quoi que cela puisse être. Peu importe le temps que cela prendra. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je admis. Je n'ai jamais eu de père, pas un vrai. Terren a serré ses mains autour de sa tasse de café intacte. Je ne sais pas comment faire ça non plus. J'ai passé 27 ans à être un père pour un fantôme. Vous parlez, être assis en face de vous, vous regarder respirer, c'est plus que ce que je n'aurais jamais pensé retrouver. Alors, nous allons le découvrir ensemble. Nous avons commencé par des dîners hebdomadaires, des appels téléphoniques maladroits au début, remplis de longs silences et de faux départs. Mais petit à petit, les silences sont devenus confortables. Les conversations sont devenues réelles. Il m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, mes amis, mes rêves. Il n'a pas essayé de tout arranger, ni de m'offrir de l'argent, ni de me faire entrer dans son monde de richesse et de privilèges. Il a juste écouté. J'ai tout raconté à Pauline. Elle était assise sur sa balancelle de Porsche pendant que j'expliquais la fête, le vase, les cicatrices, le test ADN, tout. Quand j'ai eu fini, elle pleurait, mais pas de tristesse. J'ai toujours su que tu étais destiné à quelque chose, Dean, a-t-elle dit. Je n'ai jamais su quoi. Maintenant, je comprends. Tu étais destiné à retrouver ton chemin vers la maison. Je l'ai serré dans mes bras pendant un long moment. Elle m'avait donné un foyer quand personne d'autre ne l'aurait fait. Elle m'avait aimé quand je me croyais indigne d'amour. Trouver Terren n'a pas effacé ce qu'elle représentait pour moi. Au contraire, cela m'a fait l'apprécier davantage. J'ai terminé ma certification CVC 3 mois plus tard. Non pas que j'ai encore besoin d'argent. Terren avait déjà clairement indiqué que je ne manquerais jamais de rien financièrement, mais j'avais besoin de terminer ce que j'avais commencé. J'avais besoin de me prouver que je pouvais construire quelque chose de mes propres mains, même maintenant que je savais d'où venaient ses mains. Terren est venu à la cérémonie de remise des diplômes. Il était assis au dernier rang d'un auditorium de collège communautaire, entouré de familles de la classe ouvrière et de rêves de col bleu. Il portait une simple veste au lieu de ses habituels costumes coûteux. Et quand ils ont appelé mon nom, il a applaudi plus fort que n'importe qui d'autre dans la salle. Ensuite, il m'a serré la main et a dit « Je suis fier de toi ». 3 mots. Ils ont ouvert quelque chose en moi que je ne savais pas encore fermer. Je pense parfois à ma mère, Vivien. La femme qui m'a donné naissance, a essayé de me tuer, m'a sauvé et est morte seule sur une route sombre pendant que j'attendais que quelqu'un me trouve. Je ne sais pas comment me sentir à son sujet. Je ne le saurai probablement jamais.
Elle était malade d'une manière que personne ne comprenait à l'époque. Elle a fait un choix impardonnable, puis en a fait un miraculeux. Les deux sont vrais. Je dois les porter ensemble. Les cicatrices sur mes mains me semblaient autrefois un fardeau. La preuve de quelque chose de terrible qui m'était arrivé avant que je puisse m'en souvenir. Une marque d'abandon. Une question sans réponse. Maintenant, je les vois différemment. Elles sont la preuve que j'ai survécu. Elles sont la raison pour laquelle Terren m'a reconnu dans une pièce bondée, 27 ans après m'avoir perdu. Elles sont la carte qui m'a ramené à la maison. Mon nom est de clan Morse. Il est aussi Callum Ashby. Pendant 27 ans, j'ai cru n'être personne. J'ai cru venir de nulle part. J'ai cru que le vide en moi ne serait jamais comblé. Je me suis trompé sur tout cela. Si vous regardez ceci et que vous avez l'impression que personne ne vous cherche, que vous n'avez pas d'importance, que votre passé est une porte verrouillée sans clé, je veux que vous m'entendiez. Votre histoire n'est pas terminée. Les réponses que vous cherchez pourraient aussi vous chercher. Et parfois, les cicatrices que vous portez ne sont pas seulement des dommages, elles sont la preuve que vous avez survécu assez longtemps pour trouver la vérité. N'abandonnez pas. Continuez. Votre tournant pourrait être un vase brisé prêt. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'eux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette famille pour ne jamais manquer une autre vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour être le premier à savoir quand la prochaine histoire sortira. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et merci de me rappeler qu'aucun de nous n'est vraiment seul. Je vous retrouve dans la prochaine.